Et si je te disais que la richesse ne commence pas dans ton portefeuille, mais dans ton esprit, que chaque fortune, chaque succès extraordinaire a d'abord été un désir brûlant, invisible, presque obsessionnel. Napoleon Hill a étudié plus de 500 personnes riches et influentes, et il a découvert une vérité dérangeante. Ce n'est pas le talent, ni la chance, ni l'intelligence qui créent la richesse. C'est le désir précis et maîtrisé. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta manière de penser et ta manière de vivre. 1. Le désir n'est pas un simple souhait. Le désir tel que conçu par Napoleon Hill dans son œuvre magistrale n'est pas une émotion passagère ou une simple préférence intellectuelle. Pour l'esprit qui aspire à la grandeur, le désir doit devenir ce que Hill appelle une obsession dévorante. C'est la différence fondamentale entre celui qui regarde les vitrines des magasins en espérant que la chance lui sourira et celui qui a décidé, avec une certitude absolue, qu'il possédera l'objet de sa quête. Un simple souhait est passif. Il s'évapore à la moindre résistance. Le désir ardent, lui, est une force active qui modifie la chimie même de notre cerveau, nous rendant imperméables au découragement. L'histoire d'Edwin C. Barnes, qui voulait devenir l'associé du grand Thomas Edison, illustre parfaitement ce point. Barnes n'avait pas d'argent, pas d'éducation formelle et aucun lien avec Edison. Pourtant, il avait un désir qui brûlait en lui. Il ne voulait pas simplement travailler pour Edison, mais avec lui. Ce désir était si puissant qu'il a tout quitté pour se rendre à Orange, dans le New Jersey. Son désir n'était pas un simple « j'espère que ça marchera », mais un engagement total. Je vais réussir, peu importe le temps que cela prendra. Hill nous enseigne que le désir est le point de départ de toute réussite. Rien ne peut être créé dans le monde physique sans avoir d'abord existé sous forme d'impulsion de pensée intense. Le désir est le moule dans lequel l'énergie de la pensée est coulée avant de se solidifier en résultat tangible. C'est le carburant qui permet de traverser les nuits noires de l'âme, que tout entrepreneur ou créateur rencontre inévitablement. Sans ce feu, la volonté s'effrite dès que les premiers obstacles se dressent sur le chemin. Pour transformer ce désir en richesse, Hill propose 6 étapes pratiques et précises. La première consiste à fixer dans son esprit le montant exact d'argent que l'on désire. Il ne suffit pas de dire « je veux beaucoup d'argent ». L'esprit a besoin de précision pour focaliser son énergie. La deuxième étape demande de déterminer exactement ce que l'on a l'intention de donner en échange de cet argent. Il n'existe pas de réalité où l'on obtient quelque chose pour rien. C'est la loi de la compensation, et elle est incontournable. La troisième étape est la fixation d'une date précise à laquelle on aura acquis cette somme. Le temps est un facteur de pression nécessaire pour transformer l'intention en urgence. La quatrième étape est la création d'un plan précis pour réaliser ce désir et l'action immédiate, que l'on se sente prêt ou non. Trop de gens attendent le moment parfait, mais le désir ardent n'attend pas. Il crée les circonstances nécessaires par le mouvement constant. La cinquième étape consiste à écrire une déclaration claire et concise de ces éléments. La somme, le délai, la contrepartie et le plan. Enfin, la sixième étape est sans doute la plus cruciale. Lire cette déclaration à haute voix, 2 fois par jour, avec émotion et conviction. Il s'agit de saturer le subconscient de cette vision jusqu'à ce que l'esprit accepte la possession de la richesse comme un fait déjà accompli. C'est ici que le désir quitte le domaine du rêve pour entrer dans celui de la réalité psychologique. Le désir ardent agit comme un aimant. Il attire à nous les personnes, les opportunités et les idées qui sont en harmonie avec notre objectif principal. Il explique que lorsque nous brûlons nos vaisseaux derrière nous, ne nous laissant aucune autre option que de réussir ou de périr, nous débloquons une puissance mentale insoupçonnée. Cette intensité transforme notre perception de l'échec. L'échec ne devient plus une fin, mais une simple étape de feedback, une leçon nécessaire pour affiner notre stratégie. En résumé, le désir est l'architecte de notre destin. Il ne s'agit pas de demander poliment à la vie de nous accorder des faveurs,
mais de commander à notre propre esprit de produire les résultats que nous exigeons. Si vous n'avez pas ce feu sacré, aucune technique de productivité ou stratégie marketing ne pourra compenser ce vide. La réussite commence par une flamme intérieure si brillante qu'elle finit par éclairer tout le chemin qui mène à la richesse, qu'elle soit financière, spirituelle ou relationnelle. 2. La clarté transforme l'énergie en résultat. La clarté d'intention est le deuxième pilier de la philosophie de la réussite. Napoleon Hill insiste sur le fait que l'indécision est le voleur de l'opportunité. Un esprit qui hésite entre plusieurs objectifs disperse son énergie comme une ampoule diffuse sa lumière dans toutes les directions sans jamais percer l'obscurité. En revanche, un esprit clair agit comme un laser. Il concentre toute son énergie sur un point unique, ce qui lui permet de transpercer les obstacles les plus denses. La précision n'est pas seulement une préférence logistique, c'est une nécessité biologique et psychologique. Lorsque vous définissez un objectif avec une clarté absolue, vous activez ce que les psychologues modernes appellent le système d'activation réticulaire, SAR. C'est une zone du cerveau qui filtre les informations pour ne laisser passer que ce qui est pertinent pour vous. Si votre objectif est vague, votre SAR ne sait pas quoi chercher. Mais si vous avez décidé que vous avez besoin de 50 000 € pour lancer un projet spécifique avant le 31 décembre, votre cerveau commencera soudainement à remarquer des articles de presse, des conversations ou des opportunités d'investissement qu'il aurait ignorées auparavant. La clarté permet également de vaincre la procrastination. La plupart des gens ne passent pas à l'action non pas par paresse, mais par confusion. Quand on ne sait pas exactement quoi faire ni pourquoi on le fait, le cerveau choisit la voie de la moindre résistance, l'inaction. Hill explique que la définition d'un but, definiteness of purpose, est le point de départ de toute réalisation individuelle. Sans but précis, l'homme est comme un navire sans gouvernail, errant sur l'océan de la vie au gré des vents et des courants, pour finalement s'échouer sur les récifs de l'échec. Avoir une vision claire signifie également comprendre le prix à payer. La clarté ne concerne pas seulement la destination, mais aussi le voyage. Napoleon Hill souligne que la richesse ne tombe pas du ciel par miracle. Elle est le résultat d'un échange de valeurs. En sachant exactement ce que vous voulez, vous pouvez aussi définir quelle valeur vous allez apporter au monde. Allez-vous créer un service révolutionnaire? Allez-vous vendre un produit d'une qualité exceptionnelle? Cette clarté de service est le fondement de toute fortune durable. La clarté transforme également votre communication. Les personnes qui savent précisément où elles vont inspirent confiance et attirent des alliés. Personne ne veut suivre un leader dont la vision est floue. En revanche, lorsque vous parlez de vos objectifs avec une précision chirurgicale, vous magnétisez littéralement les ressources humaines et matérielles nécessaires. Vos mots deviennent des outils de création puissants car ils reflètent une structure mentale solide et inébranlable. Un autre aspect fondamental de la clarté est la capacité à dire non. Dans un monde rempli de distractions, savoir ce que l'on veut permet d'éliminer tout ce qui ne contribue pas à notre objectif principal. Il mentionne que les personnes qui réussissent prennent des décisions rapidement car elles connaissent leurs critères de réussite et elles n'en changent que très lentement si nécessaire. À l'inverse, ceux qui échouent sont lents à décider et changent d'avis constamment, car leur manque de clarté les rend vulnérables aux opinions des autres. La clarté agit comme un ancre pendant les tempêtes. Lorsque les circonstances deviennent difficiles, celui qui a une vision précise de son avenir ne se laisse pas déstabiliser par les revers temporaires. Il sait que le plan peut changer, mais que l'objectif reste fixe. Cette stabilité mentale est une forme de richesse en soi. Elle apporte une paix intérieure qui permet de réfléchir rationnellement, même sous pression, là où d'autres céderaient à la panique à cause de leur incertitude. Enfin, la clarté est le langage du subconscient. Notre esprit profond ne comprend pas les concepts abstraits comme le bonheur ou la richesse. Il comprend les images, les chiffres et les émotions spécifiques. En nourrissant votre subconscient avec des images claires de votre réussite, vous programmez votre pilote automatique interne pour vous diriger vers cette réalité.
La clarté n'est donc pas une étape préliminaire que l'on peut bâcler. C'est le processus continu d'affinement de votre réalité future dans l'atelier de votre imagination. 3. La foi, croire avant de voir. La foi, telle que Napoleon Hill l'a définie, est l'élément chimique qui, lorsqu'il est mélangé à la pensée, permet au subconscient de capter les vibrations de l'intelligence infinie pour les traduire en leur équivalent physique. Il est crucial de comprendre que la foi ici n'est pas limitée aux dogmes religieux, bien qu'elle puisse s'en inspirer. C'est un état d'esprit de certitude absolue. C'est la conviction profonde que ce que vous désirez est déjà à vous, même si vos 5 sens ne peuvent pas encore le percevoir. La plupart des êtres humains sont conditionnés par le paradigme du voir pour croire. Ils attendent des preuves tangibles avant de s'engager émotionnellement. Il renverse totalement cette logique. Il affirme que pour manifester quoi que ce soit d'important, il faut croire pour voir. La foi est le pont entre l'immatériel et le matériel. Sans elle, le désir reste une simple pensée sans puissance. Avec elle, la pensée devient une force irrésistible capable de déplacer des montagnes de difficultés. Comment cultiver cette foi si elle ne vient pas naturellement? Hill propose la technique de l'autosuggestion. En répétant des affirmations positives avec émotion, nous convainquons notre subconscient de la validité de notre objectif. Le subconscient ne fait pas de différence entre une expérience réelle et une expérience imaginée avec intensité. En simulant la foi par la répétition, nous finissons par l'ancrer véritablement en nous. C'est un processus de reprogrammation mentale qui remplace la peur et le doute par la confiance et l'assurance. La foi est l'antidote ultime à la peur. Il identifie les 6 peurs fondamentales, la pauvreté, la critique, la maladie, la perte de l'amour, la vieillesse et la mort, comme les principaux obstacles à la réussite. La foi agit comme un bouclier contre ces peurs. Lorsque vous avez une foi inébranlable en votre vision, la peur de la critique ne vous atteint plus, car vous ne dépendez plus de l'approbation extérieure. La peur de la pauvreté disparaît, car vous savez que vous possédez les outils mentaux pour créer la richesse à partir de rien. Un point essentiel que Hill souligne est que la foi doit être active. Il ne s'agit pas d'une attente passive que l'univers nous livre ce que nous voulons, c'est une foi qui pousse à l'action. On agit parce que l'on croit, on investit son temps, son énergie, et parfois ses derniers deniers, parce que la réussite est déjà une certitude interne. Cette attitude change radicalement la qualité de nos actions. Une action entreprise avec foi a une résonance et une efficacité bien supérieures à une action entreprise avec hésitation. L'histoire est remplie d'exemples de visionnaires qui ont dû faire preuve d'une foi immense face à un scepticisme universel. Que ce soit les frères Wright croyant que l'homme pouvait voler, ou Henry Ford persistant dans la création de son moteur V8, alors que ses ingénieurs disaient que c'était impossible, la source de leur succès était une foi intérieure plus forte que la réalité extérieure. Ils ont vu le résultat final dans leur esprit, si clairement qu'ils ne pouvaient plus accepter l'impossibilité suggérée par les autres. La foi est également liée à la gratitude. Remercier par avance pour la réussite que vous allez obtenir est l'une des expressions les plus puissantes de la foi. Cela envoie un signal fort à votre psyché. Le résultat est certain, il est déjà en route. Cette gratitude préventive élimine l'anxiété et le stress, laissant la place à une créativité fluide. Au lieu de lutter contre le monde, vous commencez à co-créer avec lui, car vous avez la certitude que les ressources nécessaires apparaîtront au bon moment. Pour conclure sur ce point, il nous rappelle que la foi est un muscle mental. Elle se développe par l'usage. Commencez par avoir foi en de petits objectifs, puis progressez vers des visions plus vastes. Chaque petite victoire renforce votre conviction et votre capacité à croire en l'invisible. La richesse tangible n'est que l'ombre portée de cette richesse invisible qu'est la foi. Sans cette certitude intérieure, l'homme est pauvre, peu importe le montant sur son compte en banque. Avec elle, il possède déjà le monde. 4. La persistance, le filtre des gagnants. La persistance est le facteur qui distingue les gagnants des perdants. Napoleon Hill consacre un chapitre entier à cette qualité, la décrivant comme
l'assurance contre l'échec. Pour lui, la persistance est à l'homme ce que le carbone est à l'acier. C'est l'élément qui donne la force et la durabilité. La plupart des gens échouent, non pas par manque de talent ou d'intelligence, mais simplement parce qu'ils s'arrêtent avant d'avoir atteint le but. Ils abandonnent au premier signe d'adversité ou à la première critique acerbe. L'échec temporaire est un élément inévitable de tout parcours vers la richesse. Hill explique que chaque échec porte en lui le germe d'un avantage équivalent ou supérieur. Cependant, ce germe ne peut germer que si l'individu persiste. La persistance est le test ultime que la vie impose à ceux qui prétendent à de grandes récompenses. C'est comme si le destin posait la question « Voulez-vous vraiment cela ou n'étiez-vous qu'un touriste de l'ambition ?» Seuls ceux qui répondent par une action continue reçoivent les clés du succès. La persistance repose sur plusieurs piliers. Le premier est la clarté du but. Il est beaucoup plus facile de persister quand on sait exactement pourquoi on se bat. Le deuxième est le désir. Un désir tiède ne survit pas aux tempêtes. Le troisième est la confiance en soi, nourrie par la foi. Le quatrième est la précision des plans. Même si un plan échoue, la persistance pousse à créer un nouveau plan. Le mouvement ne s'arrête jamais, seule la stratégie s'ajuste. Hill identifie également les ennemis de la persistance, dont le plus insidieux est la complaisance. Il est facile d'être persistant quand tout va bien, mais la vraie persistance se mesure quand tout semble s'effondrer. L'habitude de s'appuyer sur des excuses, la peur de la critique sociale et le manque d'ambition réelle sont autant de poisons qui érodent notre capacité à continuer. La persistance est un choix quotidien, une décision de ne pas écouter la petite voix intérieure qui suggère que l'on a déjà fait assez. Un outil puissant pour maintenir la persistance est le mastermind ou groupe de maîtres, s'entourer de personnes qui partagent notre vision ou qui nous encouragent dans nos moments de doute est essentiel. Hill souligne que personne ne réussit seul. La synergie d'un groupe permet de puiser de l'énergie et de la motivation là où nos propres réserves pourraient s'épuiser. La persistance collective est souvent le rempart final contre l'abandon individuel. Il y a une dimension spirituelle dans la persistance. C'est une forme de foi en action. Persister, c'est affirmer au monde que votre vision intérieure est plus réelle que les obstacles extérieurs. C'est un acte de rébellion contre le statu quo et la médiocrité. Hill note que les grands succès arrivent souvent juste après le moment où tout semblait perdu. C'est le dernier kilomètre qui est le plus difficile, mais c'est aussi là que se trouve la ligne d'arrivée. La richesse attend celui qui refuse de s'arrêter à 99% du chemin. La persistance transforme également notre caractère. En refusant d'abandonner, nous développons une discipline et une force mentale qui nous serviront dans tous les aspects de la vie. Nous apprenons à voir les obstacles non plus comme des murs, mais comme des tremplins. Chaque fois que nous surmontons une difficulté par la persévérance, notre estime de soi augmente. Nous nous prouvons à nous-mêmes que nous sommes les maîtres de notre destin et non les victimes des circonstances. En résumé, la persistance est le tamis de la vie. Elle laisse passer les âmes fortes et retient les âmes faibles. Napoleon Hill nous encourage à cultiver cette qualité comme une habitude sacrée. Ne demandez pas que le chemin soit facile. Demandez d'avoir la persistance nécessaire pour le parcourir jusqu'au bout, car au bout du chemin de la persistance se trouve non seulement la richesse financière, mais aussi la satisfaction profonde d'avoir conquis ses propres peurs et limitations. 5. L'action organisée, le passage à la réalité. L'action organisée est le pont indispensable entre le monde des idées et le monde des résultats physiques. Napoleon Hill est catégorique. Sans un plan concret et une exécution méthodique, le désir le plus brûlant et la foi la plus pure restent stériles. L'univers ne récompense pas les pensées, il récompense les actions nées de ces pensées. Mais attention, Hill ne parle pas d'une agitation frénétique et désordonnée. Il parle d'une action dirigée par l'intelligence et structurée par une planification rigoureuse. La planification organisée commence par la reconnaissance de nos propres limites.
Il nous enseigne qu'aucun individu ne possède toutes les connaissances et compétences nécessaires pour accumuler une grande fortune. C'est ici qu'intervient le concept du mastermind. L'action organisée nécessite de s'entourer d'alliés qui complètent nos faiblesses. Le génie de l'action réside souvent dans la capacité à coordonner les talents des autres vers un but unique. C'est la transition du « je » au « nous » qui décuple la puissance d'exécution. Un plan ne doit pas être parfait dès le départ. Il explique que si votre premier plan échoue, vous devez le remplacer par un nouveau. Si ce nouveau plan échoue à son tour, vous le remplacez encore. L'échec d'un plan ne signifie pas l'échec du but. Cela signifie simplement que le plan n'était pas le bon. La plupart des gens confondent l'échec de la méthode avec l'échec de la mission. L'action organisée demande donc une grande souplesse d'esprit. Être ferme sur l'objectif, mais flexible sur les moyens de l'atteindre. L'action organisée implique également une gestion rigoureuse de la valeur que l'on apporte. Il introduit la formule QQS, qualité, quantité et esprit de coopération. Pour que l'action mène à la richesse, la qualité du service doit être irréprochable, la quantité doit être maximale, et l'esprit dans lequel le service est rendu doit être harmonieux. L'action n'est pas seulement ce que vous faites, c'est aussi la manière dont vous le faites. Une action efficace est une action qui crée de la valeur et renforce les relations humaines. Il est également essentiel de comprendre que l'action organisée nécessite du leadership. Que vous dirigiez une entreprise ou simplement votre propre vie, vous devez assumer la responsabilité de vos décisions. Un leader organisé sait déléguer, sait prioriser et sait maintenir le cap malgré les distractions. L'action sans leadership est comme une armée sans général, beaucoup d'énergie dépensée pour très peu de terrain gagné. La planification donne à l'action son intention et sa direction. Un aspect souvent négligé par les lecteurs de Hill est l'importance de l'initiative personnelle. L'action organisée ne signifie pas attendre que quelqu'un nous dise quoi faire. C'est l'autodirection. C'est prendre l'habitude de faire plus que ce pour quoi on est payé. En agissant ainsi, on active la loi de l'attraction et de la compensation. On se rend indispensable. L'action organisée est une proactive. Elle anticipe les besoins et les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Hill insiste sur le fait que la richesse est une réponse à un besoin ou à un désir du marché. Par conséquent, votre plan d'action doit être centré sur le service aux autres. Plus votre action est organisée pour résoudre les problèmes d'un grand nombre de personnes, plus la richesse qui en découlera sera importante. C'est une vision très pragmatique et éthique de la réussite. La fortune est le sous-produit d'une action organisée au service de la collectivité. Enfin, l'action organisée est ce qui donne de la crédibilité à votre foi. C'est en agissant chaque jour, même par de petits pas, que vous prouvez à votre subconscient que vous êtes sérieux. Chaque action accomplie est une pierre posée sur l'édifice de votre succès. La richesse ne répond pas aux souhaits, elle répond au plan solide, exécuté avec persistance. En combinant un désir ardent avec une action organisée, vous devenez une force de la nature que rien ne peut arrêter sur le chemin de la victoire. Souviens-toi de ceci. La richesse est une conséquence, pas un objectif. La vraie source, c'est ton désir, intense, clair, persistant. Si tu contrôles ton esprit, si tu nourris ton désir chaque jour, si tu refuses d'abandonner, alors, comme l'enseigne Napoleon Hill, la vie n'aura pas d'autre choix que de te répondre. Et maintenant, la question est simple, que vas-tu faire de ton désir ?